qui me définit en tant que conteur, c'est être d'abord pyréniste, hein, donc des Pyrénées. Le fait d'être accompagnateur en montagne, cela me permet de me spécialiser dans les randonnées comptées, puisque j'amène les gens en balade avec moi. Je leur raconte des belles histoires sur le bestiaire pyrénéen, sur le légendaire qui concerne les plantes qu'on peut trouver sur les chemins. C'est aussi le fait aussi d'être un amoureux de la nature. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse où j'ai connu ce qui s'appelle les transhumances. Donc partir 3 mois en montagne, on apprend beaucoup sur toute cette nature qu'on peut trouver autour de soi. Donc les gens, je les régale, que ce soit pour reconnaître le chant des oiseaux, la reconnaissance d'une plante, en sachant que par rapport aux plantes, non seulement je donne le nom de la plante, je parle aussi des vertus médicinales et aussi le côté culinaire. Et la légende qui arrive juste par la suite. Donc voilà, je crois que mon point fort, c'est les randonnées comptées. Après, ça n'empêche pas que je puisse faire aussi des spectacles dans les refuges en montagne, parce que pour moi, c'était un lieu magique. C'est le dernier endroit où on peut trouver des hommes en altitude. Et là, les gens, on est sur exactement la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on a marché pendant des heures pour arriver à ce refuge. On a vu, on a goûté au même effort. On a vu les mêmes choses, ce qui fait la richesse de cette rencontre en refuge de montagne et en cadeau et en prime. Un beau spectacle le soir en refuge. Comment je suis venu au compte? J'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps puisque quand j'étais jeune, j'étais plutôt attiré par la performance physique. Donc j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, mon Monitora Canyon, la qualif VTT. J'ai passé aussi un diplôme pour faire de la nage en eau vive. Et aussi, j'ai passé aussi un diplôme de guide de pêche. Voilà tout ce qui avait un lien avec l'environnement qui m'entourait, qui était donc ce terrain de jeu qui est extraordinaire, qui sont les Pyrénées. Et un jour, je suis allé au Népal. Enfin, un jour, je suis allé plusieurs fois au Népal. Et cette fois-là, je venais de me séparer de ma copine. Et j'avais un copain qui on devait se rencontrer au col de Manang pour aller faire un sommet de plus de 6000 mètres d'altitude. La copine m'avait plaqué et le copain en question qui devait venir me rejoindre pour aller faire ce sommet m'a plaqué aussi. Donc j'avais pas trop le moral. Et chaque année, quand je faisais le tour des Annapurna, j'allais voir un moine tibétain qui était à Manang, qui est à 4000, à peu près à la hauteur du Mont Blanc, 4900 mètres d'altitude. Je vais voir ce moine tibétain et il me dit, mais je vous connais, vous. Je dis oui, ça fait la 7e année que je fais tous les Annapurna. Il me dit, ça fait 7 ans que tu viens au Népal. Je dis oui. Mais il me dit, t'es un homme heureux. Je dis un homme heureux. Ma copine m'a laissé tomber. Mon meilleur copain qui venait me rejoindre n'est pas venu me rejoindre alors qu'on devait faire un sommet. On va dire que je sois heureux. Il me dit, t'es pas heureux. Tu me fais penser à un poisson qui dit je meurs de soif. Alors cette phrase qui a l'air ridicule, quand j'ai fait mon sommet qui faisait plus de 6000 mètres d'altitude, quand j'ai repris l'avion pour revenir sur Toulouse, cette phrase m'a hanté. Tu me fais penser à un poisson qui dit je meurs de soif. Et je me suis rendu compte que les mots, que les phrases pouvaient avoir un sens plus fort que la performance physique. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire du théâtre. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du clown, j'ai fait du mime. Je me suis lancé dans une autre option, qui était une option culturelle, puisque me reprochait ma copine, qui me disait que la chose que j'étais capable de lire, c'était l'équipe, et que je n'avais aucune culture. Et je me suis mis au théâtre. Et là, j'ai découvert quelque chose de vraiment de fantastique, un terrain de jeu merveilleux. Et je me suis rendu compte que j'avais cette richesse en moi, puisque mon grand-père tenait un café, que je m'étais nourri pendant des années, des accents des personnes qui venaient dans ce café, des gens qui venaient raconter leur histoire de chasse, de pêche, de contrebande, de cueillette. Et je me suis nourri de tout ça. Et j'ai construit mon premier spectacle qui s'appelait À Waito, le cap de la montagne. Regarde toujours le sommet de la montagne. Évidemment, mon terrain de jeu, c'était la montagne. Je suis allé compter ce premier spectacle dans les refuges en montagne. Et alors justement, on m'appelait le conteur pyrénéen, Jean-Marc Biolay, mais une expérience qui a été extraordinaire, qui a donné vraiment mon nom définitif de conteur des cimes, c'était au refuge d'Espingo. Au refuge d'Espingo, qui est un refuge qui est dans le Luchonnet, qui était un refuge merveilleux, magnifique, et qui vous donne vraiment un belvédère extraordinaire où il y a 13 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude dans cet endroit-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce fameux belvédère. Et donc j'étais en train de boire une bière à l'entrée du refuge et je vois le berger qui descend, qui laisse son troupeau à peu près à 200 mètres en hauteur. Il descend avec ses chiens et il dit
ce soir je vais au spectacle, je vais voir le conteur des cimes. Je dis mais extraordinaire, il a trouvé mon nom d'artiste. Donc je dois ça à un berger, pour vous dire que c'est symbolique, puisque mon expérience de conteur repose surtout sur la transhumance. Puisque tous les étés, quand j'étais gamin, que j'avais entre 10 et 14 ans, chaque année je partais en haute montagne garder les vaches, pas n'importe lesquelles, les Gasconnes, la vache pyrénéenne, garder les vaches. Et donc ce métier de transhumance, ce métier de berger, on ne pouvait pas trouver mieux que le conteur des cimes. Quand j'étais gamin, donc le pépé en question m'avait appris donc à reconnaître les plantes, à reconnaître les vertus de ces plantes, à reconnaître les chants des oiseaux, puisqu'il était aussi chasseur, cueilleur et pêcheur. Donc j'ai appris, je me suis baigné dans ce milieu-là, hein, où quand on est en montagne, et bien, la culture, c'est cette culture qui est proche de la nature. On apprend à connaître la nature et faire avec la nature. Et puis après, j'ai fait un petit peu de scoutisme. Et quand j'étais scout, évidemment, je me suis rendu compte que par rapport à mes camarades, je grimpais plus facilement aux arbres qu'eux. Je connaissais davantage les plantes. J'avais ce plus par rapport à mes camarades d'enfance, cette connaissance de la nature. Du coup, j'en ai profité pour passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne, dès que j'ai eu l'âge de 23 ans. Et là aussi, j'ai été repéré par Jeunesse et Sport qui m'ont dit pour faire des cours sur la biologie, sur la faune et sur la flore, sur la géologie, sur le patrimoine humain et naturel, Monsieur Biolay, on vous prend en tant que conseiller technique. Donc j'étais conseiller technique au niveau Jeunesse et Sport pendant plus de 20 ans. Donc imaginez-vous que pendant tous les ans, il y avait 40 accompagnateurs. Vous vous rendez compte du nombre d'accompagnateurs que j'ai formés en 20 ans. Voilà. Donc c'était vraiment une grosse richesse. À la fois de partager ma passion de la montagne et des connaissances que je pouvais d'avoir par rapport à ce milieu-là. J'ai des histoires relativement croustillantes. Hein. Il est clair que le grand-père en question, c'était un braconnier, et un grand braconnier, mais il était aussi le maire du village. Alors un jour, justement en traversant le pont de la Pique, qu'est-ce qu'il voit en dessous du pont? Il voit des truites comme ça. Bon, je suis gascon, mais je ne gère pas, une truite énorme. Elle va faire plus de 80 cm. Là, le pépé, hein, 92 ans, il s'est mis à courir comme une chèvre qui aurait vu un morceau de sel. Il est arrivé au bord de la rivière, il s'est déshabillé. Il était aussi nu qu'un ver de terre, aussi blanc qu'un cachet d'aspirine, juste le béret sur la tête. Et là, tel un héron à long cou, il est rentré dans l'eau glacée et il a commencé à fouiller, à farfouiller sous la pierre pour dérober la jolie truite. Mais juste à ce moment-là, deux gendarmes qui arrivent en bicyclette. « Hé, vous, vos papiers !» Pépé se prit, hop, le béret entre les jambes. Moi, je n'avais que 8 ans, mais j'étais aussi rouge qu'un coquelicot, de honte. Pépé, on aurait dit le petit Jésus, tout auréolé de l'innocence. Les gendarmes sont approchés, ils disent mais vous n'avez pas honte de braconner un truc à la main, mais c'est formellement interdit. Puis il s'approche plus, il dit mais c'est Étienne, c'est le maire du village. Parce qu'à l'époque, le maire c'était quelque chose. Hein. Ils ont fait 2 pas en arrière et on ne les a jamais revus. Mais, par contre, on pouvait remarquer qu'à la hauteur du béret, il y avait comme une grosse forme cylindrique. Ça frétillait d'une frénésie frénétique. Pépé, à 92 ans, encore vert. Non, c'est vrai qu'on connaît la vertu des plantes, mais quand même. Non, je vous rassure, ce n'était qu'une jolie truite qui avait décidé de mourir là, dans le pli douillet du béret de Pépé. Et il m'a dit, tu vois, Pitou. Oh, le Pitou, c'est le petit de Lizard. Hein. Pitou, tu vois, cette truite, elle a fait la nique à ces 2 représentants de la République. Et bien ce soir, cette truite, ce sera du saumon de Baltique. Viens. Rentrons au château, plutôt à la ferme. Mais j'ai retenu ma première leçon. C'est que la ruse est beaucoup plus redoutable que les forces de l'ordre. Et secondo, si un jour il vous arrive un coup dur, sachez garder votre sang-froid. Avec panache. Petite histoire que m'ont inspiré mes grands-parents. Chez nous, le feu est un rituel encore plus ancien que nos montagnes. Le maître du feu est à la fois sorcier divin. Observé dès l'enfance, appris à l'adolescence et maîtrisé durant toute une vie. Chez nous, le feu, on commence toujours de la même manière. Une feuille de journal. Pas n'importe quel canard, la dépêche du midi, l'essence régionale. Une fois que le papier s'est enflammé, on rajoutera du bois. Ni trop gros, ni trop fin. Du noisetier bien sec. Et une fois que la flamme commencera à lécher ce petit bois, on rajoutera du hêtre de montagne. Pépé disait toujours, on juge la qualité d'une maison, non à la qualité de ses pierres, mais à la qualité de son feu. On est responsable de la flamme qu'on allume.
Le feu meurt toujours de solitude. Il en va de même pour les choses de la vie. On est responsable de la flamme qu'on allume. Le feu meurt toujours de solitude. Il en va de même pour les choses de l'amour. Chéris ta femme comme tu chéris ton feu. Est-ce qu'il y a des spectacles que tu as montés? Alors il y a les randonnées comptées évidemment, après j'ai des spectacles. Oui, mon premier spectacle était à Huayto, El Cap de la montagne. Regarde toujours le sommet de la montagne. J'en ai un autre qui s'appelle Au-delà des murs, qui est un petit peu le récit de tous les voyages que j'ai pu faire, puisque j'ai tenu une agence de voyage de trek à Toulouse pendant plus de 7 ans. J'ai beaucoup voyagé, donc je me suis inspiré de ces voyages pour écrire ce spectacle Au-delà des murs. Ensuite, j'ai écrit un autre spectacle qui s'appelle Les enfants de Noé, qui m'a été inspiré par les réserves catalanes à Noël, qui porte bien le nom de Noé, avec un camarade, Olivier Salvador, qui est responsable de cette réserve naturelle. Un autre spectacle qui s'appelle Le Pacte des loups. Voilà, Le Pacte des loups. Et un autre spectacle aussi qui marche très très bien avec les gamins, Même pas peur. Si on se promène dans la montagne, dans les Pyrénées, est-ce qu'il y a des chances qu'on entende le cri de Jean-Marc au loin? Est-ce que tu as une marque de fabrique? On peut entendre le cri de la marmotte, on peut entendre le rugissement de l'ours, mais mon cri à moi, il est très personnel, c'est Awaito! El cap de la montagne! Awaito! El cap de la montagne! De traverser les Pyrénées en 2003. Moi, j'ai mis 45 jours et je comptais tous les jours de refuge en refuge. Et j'ai fini sur la plage à Port-Vendre. Ça, c'est un souvenir inoubliable. J'ai fait de très belles rencontres et vraiment, on peut dire que les Pyrénées sont tellement belles qu'elles donneraient la nostalgie aux anges de la terre. À part ça, je suis pas chaud. Hein.